Alors, ça me fait plaisir de parler de nos résultats aujourd'hui. En fait, j'aurais pas pu faire ce travail-là sans... en fait, c'est Sophie Dumoucel qui a fait la grande majorité de ce travail et Michel Duval qui a été le moteur significatif. Donc, je vais parler pendant les 20 minutes des transformations qu'on a eues en clinique et en recherche, un petit introduction clash à l'éthique clinique. L'éthique des interventions pour les patients avec survie limitée, comme les patients dans l'étude Triceps, puis de la perspective, en fait, des intervenants et des patients sur cette étude-là. Fait que dans le fond, vous avez parlé probablement ce matin, puis aussi beaucoup cet après-midi, dans les derniers 20 à 50 ans, il y a eu des améliorations de survie dramatiques, incroyables en pédiatrie, que ce soit en oncologie où la majorité des patients mouraient et maintenant la majorité survivent. En néonatologie, juste le fils de John F. Kennedy est mort à 35 semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, 35 semaines, on va à la pouponnière normale. En néphrologie, où on mourait quand on était en insuffisance rénale. En cardiologie, où il n'y avait pas de chirurgie cardiaque. En pneumo, où pendant ma résidence, les enfants avec fibrose kystique souvent mouraient avant d'être transférés à l'âge adulte. Et ça a changé très rapidement, mais ça a aussi changé comment nous, on voyait ces soins-là et comment on négociait entre intervenants. Il y a aussi eu des changements sociaux, des changements cliniques de comment on parlait aux patients et de consentement. Donc, avant 1930, le médecin essentiellement était au chevet du patient pour ne pas avoir grand-chose à offrir. Et ensuite est venue la phase du paternalisme. On a eu plein d'interventions et le médecin disait quoi faire. Puis ça arrivait sans nécessairement parler aux patients en pédiatrie ou même aux parents. En néonatologie, les parents voyaient leur enfant à peu près 15 minutes par semaine, il y a 30 ans. Et il y a eu des mouvements de patient empowerment, de la libération de la femme, des droits de l'enfant, où on pouvait plus, les médecins ne pouvaient plus décider tout eux-mêmes et les patients avaient leur mot à dire. Donc, on est tombé dans la phase du consentement éclairé où tout a été reposé sur le patient. On vous donne les formulaires, débrouillez-vous. Et on est plus maintenant dans la nouvelle ère de la prise de décision partagée, shared decision making, partenariat patient. Il y a beaucoup de différents mots qu'on peut utiliser pour cette nouvelle ère-là. Si vous êtes intéressé par ce genre de survol qui aurait pu être donné sur 3 mois de l'historique, il y a Peter Hubel, un ami cher, qui a écrit un très bon livre là-dessus. Mais c'est sûr que tout ça, ça fait des transformations très rapides. Et j'entends souvent des infirmières d'expérience dans mon domaine ou des médecins dire « bien, c'était bien plus simple dans le temps ». Bien, c'est sûr que c'était plus simple. Tous les patients mouraient, les parents n'étaient pas là, puis on leur disait « votre bébé est mort ». Mais maintenant, dans le fond, on se pose beaucoup plus de questions. Est-ce qu'on commence une intervention? Est-ce qu'on la continue? Quand est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on l'offre? Est-ce qu'on recommande de ne pas la faire? Est-ce qu'on fait de la recherche? Comment on la fait? Chez qui? Pourquoi? Et c'est des questions assez difficiles à résoudre. Il y a toutes sortes de manières de résoudre ces questions-là. Je vous donne un des exemples une petite diapo du US Commission Amendment to Child Abuse, donc avec les droits des enfants en 1984. Ça résume un peu ce que les éthiciens ont écrit sur comment les parents, par exemple, s'impliquent dans une décision de traitement selon que le traitement est bénéfique, zone grise et futile, et selon que les parents veulent le traitement ou pas. Fait que vous voyez que pour un traitement bénéfique, par exemple le traitement d'une pneumonie, bien, que les parents veuillent ou pas l'intervention, l'enfant va recevoir l'intervention. C'était pas comme ça par le passé. Par le passé, l'enfant était le propriétaire de ses parents qui décidaient tout pour lui, incluant de le battre ou le donner ou le vendre. C'est vraiment plus le cas. Et maintenant, en clinique, bien, on va faire appel au légal s'il faut, par exemple, pour traiter une pneumonie. Pour les soins futiles, ils ont patiné pendant 15-20 pages, mais ils ont comme dit oui, peut-être que. Non, s'ils refusent. Et dans la zone grise, dans le fond, c'est les parents qui décident. Le problème, c'est a l'air tout cute, là, c'est toujours de même, l'éthique, ça a l'air le fun sur papier, puis à 2 heures du matin, ça n'a plus trop de sens, c'est de où mettre ces frontières-là. C'est quoi, dans le fond, la futilité? Là, c'est un peu un débat futile parce que les gens, ils s'ostinent sur c'est quoi la futilité en bioéthique. Puis je vous fais une simplification sur une diapo, mais il y a des PhD en futilité, dans le fond, si jamais ça vous intéresse. Fait qu'il y en a qui parlent du physiologiquement futile. Ça ne fonctionne jamais. Un des exemples, c'est une transplantation de cerveau. Bien, ça n'a comme pas de bon sens de penser à ça. Il n'y a pas un clinicien qui recommanderait ça à Sainte-Justine.
Par contre, la fertilisation in vitro, à un moment donné, était physiologiquement futile. La transplantation cardiaque, la dialyse, la réanimation de bébés de 24 semaines, etc., etc. Puis tous ces innovateurs-là étaient souvent traités un peu comme des illuminés, puis mis en marge du domaine médical parce qu'il y avait l'espèce d'idée de faire des choses qui n'avaient pas de bon sens. Fait que tout ce qui est, en ce moment, dans l'innovation, était un jour physiologiquement futile. D'autres parlent de moins que 5 % du temps, ça tombe dans la futilité. Puis là, vous pouvez penser à certains médicaments que vous avez. Le problème, c'est qu'on n'a pas de données scientifiques précises. Il faut le faire 100 fois pour savoir que c'est 5 fois. Ça peut marcher 2 fois comme ça ne peut pas marcher 10 fois. Et ça change énormément avec le temps. Donc, il faut rester ouvert d'esprit. Et je pense que ce qu'on entend le plus comme médecin par nos collègues, c'est futile, mais ça, à la place de dire ça ne marche pas, c'est ça ne vaut pas la peine. Fait que le physiologiquement futile, c'est ben on ne va pas faire ça, c'est futile, ça ne marche pas. Puis l'autre, le plus, le qualitatif, la futilité qualitative, qui est non bénéfique pour le patient, c'est futile, c'est-à-dire que ça n'a pas de bon sens, ça ne vaut pas la peine. Puis moi, je dis toujours à mes résidents ou à mes infirmières, dis-moi, c'est-tu parce que ça ne marche pas ou c'est-tu parce que ça ne vaut pas la peine? Parce que quand on dit c'est futile, on a l'air bien brillant, mais quand on commence à expliciter ce mot-là, bien là, il faut qu'on parle de nos valeurs. Je donne l'exemple, un RCR pour un patient de 90 ans avec un cancer métastatique qui est en fin de vie, c'est peut-être une futilité qualitative, ça va peut-être repartir le cœur, c'est peut-être pas une futilité quantitative, mais ça demande des jugements de valeur. Peut-être qu'il veut aller au mariage de sa fille le lendemain, peut-être qu'il veut mourir chez lui. Il y a peut-être des contextes où ça a l'air moins futile au niveau qualitatif. Fait que dans le fond, pour embarquer dans Triceps, vous avez entendu un peu Monia et en fait Stéphanie ont fait l'introduction que je ne vais pas faire. Il y a énormément de chercheurs et la table qui ont décrite, qui s'est tissée puis qui est devenue de plus en plus grande, se sont interrogés sur un paquet de choses. Je pense que je pourrais faire 3-4 autres diapos sur la pertinence de donner de l'espoir, les risques de la biopsie, les risques de décevoir les parents, de comment évaluer l'efficacité, est-ce que c'est la survie, est-ce que c'est la qualité de vie, et de comment on analyse ces choses-là. Donc, Michel, un jour, il est venu dans mon bureau avec Sophie pour m'en dire, « Ben toi, qu'est-ce que t'en penses? » J'ai dit, « Oh, tu sais, si Michel, le sage, il vient me voir puis il n'est pas sûr, ça va mal à la chope. » Et généralement, quand il est dans les zones grises comme ça, moi, je suis plus témoin en néonatologie, soit les chercheurs se mettent ensemble puis ils sont passionnés, on le fait pas, on le fait, puis ils n'en parlent plus. Soit ils n'en parlent jamais, c'est comme un sous-entendu qu'on va faire l'étude, puis on sent qu'il n'y a jamais personne qui ose en parler. Puis je pense vraiment le groupe Triceps est un groupe extraordinaire parce qu'ils ont osé parler. Je pense que tout le monde a exprimé ce qu'il y avait à dire. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'est normal que dans les zones grises, on ne soit pas d'accord. Fait que moi, je n'avais pas vraiment de réponse à ça. Je dis, ben, à part l'équipe de recherche, qu'est-ce qu'ils pensent les autres, les équipes cliniques, les parents, les infirmières, tous ceux qui gravitent autour des patients. Puis là, Michel puis Sophie ont dit, bon, on va leur demander. Je dis, ben cool. Moi, j'aime bien ça, demander des affaires au monde, puis qu'ils parlent de leurs affaires dans ces cas-là. Donc, on a fait un questionnaire qui a été co-construit avec 3 familles. Il y a 2 familles qui avaient perdu leur enfant dans des circonstances similaires, avec des patients qui auraient pu être, des enfants qui auraient pu être recrutés pour le protocole. Une autre famille avec un enfant qui est encore en vie. Puis l'objectif principal, c'était est-ce qu'une étude comme ça est jugée morale par les différents acteurs impliqués, y compris les patients. Puis les objectifs secondaires, c'était de questionner toutes les autres choses où les gens hésitaient, où ils n'étaient pas sûrs, et les perspectives et leurs opinions, incluant celles des parents. Donc, quelques résultats, parce qu'il y a énormément d'autres résultats sur les découvertes fortuites et tout ça, mais ça prend trop de temps, j'ai pris vraiment l'essentiel. Les participants, c'est une évaluation 360 c'était 3 à 4 mois, ça commençait puis ça finissait. Le protocole Triceps avait commencé, ça c'était un amendement. Puis dépendant de quel groupe avait été ciblé, il y a entre 50 et 100 % de participation dans les target groups. C'était qui ces target groups-là? Il y avait des anciens patients avec les mêmes critères, donc ceux qui étaient vus en clinique externe, les parents de patients qui rentraient dans Triceps, les 6 hémato-oncologues, donc les hémato-oncologues, les résidents qui passaient pendant ces 3-4 mois-là, des pédiatres qui s'occupent des enfants, les infirmières pivots et les infirmières en oncologie,
des chercheurs en génomique, les membres du comité d'éthique clinique que Michel avait un peu interpellé avec ces questions-là, les pharmaciens et les autres soignants qui gravitent autour des patients. Donc, les participants ont en majorité entre 26 et 45 ans. Le domaine de la santé devient un domaine de femmes, en majorité des femmes. Presque la moitié ont des enfants. Donc, dans la moralité de l'étude, on décrivait l'étude triceps. En fait, tout le monde était au courant de ce qu'était l'étude triceps. On vérifiait si les gens étaient au courant de ce que c'était. Ensuite, on leur demandait, entre 0 et 10, d'indiquer l'échelle de moralité. Est-ce que tu trouvais que c'est une étude totalement immorale, très morale? Et en fait, l'échelle, c'était assez haut, ça c'est 97 participants ensemble, mais il y avait une différence. Les parents et les infirmières avaient une moyenne de 9,8 sur 10 pour la moralité de cette étude-là, les oncologues de 7,7 et en éthique clinique, on était les plus sévères de 7,2 pour la moralité de l'étude triceps. On a demandé, croyez-vous que cette étude-là est de l'acharnement thérapeutique pour la majorité des patients qui rentrent dans l'étude? Et la majorité pensait que non. Il n'y a aucun parent qui pensait que c'était de l'acharnement thérapeutique. Une autre question est, un patient est éligible à l'étude triceps, sans lui en parler, son médecin décide de ne pas lui proposer de participer à l'étude. Cette attitude vous paraît-elle acceptable? La majorité dit non. Il y a quand même à peu près 1/5 des gens qui disent oui. Tous les parents et les patients trouvaient que ce n'était pas acceptable. Pour ceux qui n'étaient pas des parents ou des patients, accepteriez-vous que votre enfant participe à l'étude? La majorité, oui. Ce qui était quand même intéressant parce qu'en éthique clinique, il y en a qui trouvaient que ce n'était pas moral, mais ils voudraient que leur enfant participe. En tout cas, fait qu'il y avait des choses qui collaient un petit peu moins là. En tant que parent ou patient, et si vous ne l'êtes pas, mettez à la place d'un parent ou patient, quel serait le risque de mortalité lié à la biopsie inacceptable pour vous, empêchant votre participation? Il y en avait quand même un quart qui tolérait pas grand risque. C'est quand même des patients malades là, qui ont une anesthésie générale. Je pense que pour une personne en santé, le risque est plus haut que ça. Et entre 0,2 et 25 % pour la majorité. Mais il y en a quand même une minorité qui tolérerait plus de risques. Une autre question était, une mutation est retrouvée pour laquelle un traitement possiblement efficace est disponible. La décision de traiter devrait prendre en compte quoi surtout? Et ça, on avait fait une petite étude avec les parents du début pour voir c'était quoi les 8 choix, puis on avait fait une étude pilote. Donc, il y avait seulement l'opinion du médecin traitant, seulement l'opinion du chercheur, seulement l'opinion de l'infirmière primaire, les chances de réussite du traitement établi en équipe, le risque d'effets secondaires, les valeurs de la famille uniquement. Et on voit que les trois les plus importantes, en fait plus que 80 %, ils pouvaient cocher toutes les cases qu'ils voulaient. Les chances de réussite étaient importantes, le risque d'effets secondaires et les valeurs personnelles du patient et de sa famille, avant l'opinion du médecin, l'opinion du chercheur, l'opinion de l'infirmière primaire. Ensuite, on a fait l'analyse qualitative. On a demandé à tous, nommez-nous les impacts positifs potentiels de l'étude triceps, selon vous, et nommez-nous les impacts potentiels négatifs de l'étude. Donc, ils pouvaient écrire autant qu'ils voulaient. Il y avait quand même une demi-page où ils pouvaient écrire. Et de manière intéressante, bon, il est ressorti des potentiels bénéfiques, potentiels bénéfiques, des impacts bénéfiques. Et on voit que les participants avec le plus de commentaires négatifs, donc 70 % des commentaires étaient des commentaires avec des impacts potentiellement négatifs, étaient en éthique clinique et en oncologie, les médecins en oncologie. Et les participants avec le plus de commentaires sur le potentiel bénéfique de l'étude triceps étaient les parents et les infirmières des patients. Donc, des 100 % des commentaires totaux, la majorité étaient des commentaires sur l'impact potentiellement positif. Donc, c'était quoi ces impacts potentiellement positifs et potentiellement négatifs-là? La guérison. Tous les parents, 100 % des parents et des patients parlaient de la guérison comme un impact potentiellement positif. Une des choses les plus importantes de l'étude triceps. Seulement 50 % des médecins, je parle des résidents, des pédiatres, des hémato-oncologues, de ceux qui avaient un MD qui ont répondu que la guérison, c'était pas un impact potentiellement, c'était pas quelque chose qu'ils pensaient nécessairement qui allait arriver dans cette étude-là.
Prolonger la vie était vu par 80% des répondants comme quelque chose de significatif pour cette étude-là. Par exemple, peut-être qu'une molécule pourrait lui permettre de rencontrer sa petite sœur. Les bénéfices potentiels pour l'enfant, il y en avait nombreux d'énumérés. Ceux qui étaient énumérés les plus souvent, c'était améliorer la qualité de vie. Donc, par exemple, un chercheur dit les médicaments ciblés attaquent seulement les cellules cancéreuses, la qualité de vie des enfants sera meilleure. Optimiser la médication était aussi quelque chose qui était relevé par la plupart des participants, que ce soit de pouvoir donner un nouveau traitement ou arrêter des traitements inutiles. Il y a bien des traitements avec des effets secondaires. Peut-être qu'on pourra se concentrer sur une autre intervention ou passer à autre chose, dit une infirmière. Les bénéfices pour les parents sont ressortis beaucoup. On ne pensait pas que ça allait ressortir autant que ça, mais presque tout le monde a parlé des bénéfices pour les parents de cette étude-là. Et être un bon parent, je l'ai mis entre guillemets, mais ça ressortait quand même dans les phrases de ce que les gens disaient. L'impression d'avoir tout fait, tout tenté, fait le tour des options. Donc, dans les mots d'un parent, on aura tout essayé pour lui, pour sa santé et sa vie. Et ne pas avoir abandonné faisait partie d'être un bon parent. Les parents ne veulent pas sentir qu'ils abandonnent leur enfant, comme dit une infirmière. C'est quoi les autres bénéfices pour les parents? Comprendre, donner un sens à la maladie et expliquer la cause du cancer. Un parent dit « on veut comprendre quelle est la cause du cancer ». Un résident dit « les parents veulent savoir pourquoi ». Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait ou pas fait? Je pense que ça pourrait enlever de la culpabilité de comprendre que ce n'est pas l'alimentation ou autre chose dans leur environnement. Et l'autre thème, c'était décider. C'était comme vu comme une étape importante avant les soins palliatifs, ou la dernière étape, où c'était assez clair dans le temps, c'était pas ambigu. Et par exemple, comme dit une infirmière, il sera plus facile de passer en mode palliatif, c'est vraiment la dernière chance, une étape importante, pas ambiguë. Les bénéfices pour les autres, c'était le troisième thème. Il y avait les bénéfices pour l'enfant, pour le parent et pour les autres. Et c'était 90 des répondants, et c'était en fait 100% des parents qui parlaient de ça, et des patients. Donc, laisser une trace, pas être mort pour rien. Un des patients dit « je ne voudrais pas mourir pour rien, je voudrais que quelque chose de moi reste ». Une infirmière dit « pour laisser une trace, ne pas mourir pour rien ». Et redonner à la communauté, ou être une communauté, ou être ensemble avec cette étude-là était quelque chose de très important pour les participants, pour les infirmières, pour les parents, pour les oncologues aussi. Une des mamans dit « il n'est pas mort pour rien il y a 3 ans. Il n'est pas mort il y a 3 ans à cause de tous les enfants et les familles qui ont embarqué dans des projets comme celui-ci. » Faire avancer la science aussi était important, donc dans le désir d'aider les autres ou de redonner. Un oncologue dit « il est important de comprendre comment ce cancer se comporte pour pouvoir mieux cibler nos traitements pour tous les enfants malades. » Maintenant, quels sont les impacts négatifs? Il y en avait beaucoup qui étaient soulevés, des impacts négatifs potentiels. Celui de l'acharnement thérapeutique, pas de bénéfice direct pour l'enfant. Comme dit quelqu'un en éthique clinique, cette étude, on se demande si c'est pour les chercheurs ou pour les enfants. L'enfant comme cobaye, on doit se demander si c'est une instrumentalisation de l'enfant. Ça, c'est des mots typiques d'un éthicien. L'enfant qui est trop malade. Parfois, les enfants sont tellement malades que ce n'est pas raisonnable de présenter l'étude, les dires d'un oncologue. C'est quand même questionnaire, je pense que c'était questionnable. Des études sur les enfants en fin de vie, est-ce éthique, dit quelqu'un en éthique. Prolonger la mort et repousser les soins palliatifs encore est revenu assez souvent dans les impacts négatifs. C'est devenu comme une étape obligée, une phase 1 ou un remède improbable. Je trouve cela problématique. Ça empêche souvent une mort optimale. D'autres impacts négatifs sur l'enfant sont liés à la biopsie, à la diminution de la qualité de vie, au besoin d'être hospitalisé pendant ce temps-là, à la souffrance qui va avec ces semaines d'attente-là. Les impacts négatifs pour la famille aussi ont été soulevés, moins par les familles, plus par les intervenants. L'épuisement, la fatigue, le découragement, un professionnel qui gravite autour de l'équipe, les parents n'en peuvent plus, on les prend en otage. L'inconnu, l'incertitude pour ces parents-là, la découverte fortuite avec un impact pour la famille. Prolonger le deuil est ressorti souvent. Par exemple, ils ne peuvent pas passer à autre chose. Il y a toujours une autre option, même quand la mort est à la porte, dit une professionnelle. Et pas le choix est comme revenu assez souvent. Ça pouvait être pas le choix parce que c'est comme si on les forçait. Mais il y avait aussi pas le choix parce que c'est comme ça, ces parents-là, ils n'ont comme pas le choix de faire ça comme parents.
Donc, une infirmière dit, les parents ont-ils vraiment le choix? Après tout ce que l'enfant a vécu, est-ce qu'on arrête vraiment? Et quelqu'un en éthique a dit, c'est une décision qui n'a pas l'air éclairée de l'extérieur, où on voit de la pression et des conflits d'intérêts, mais de l'intérieur, quand tu es dedans, je ne sais pas si ne pas participer fait un sens. De manière intéressante, quand l'espoir, parce qu'il y avait beaucoup de... L'équipe de recherche se questionnait sur les faux espoirs, et quand l'espoir revenait, il était soit vu comme bénéfique ou comme négatif, néfaste. Et il y avait l'espoir, garder espoir, c'était très important. Tous les parents parlent d'espoir bénéfique. C'est la dernière chance, il faut garder espoir. Une infirmière dit pour les parents, l'espoir, c'est la vie. On peut toujours garder espoir, mais il faut qu'il soit réaliste. Donc, l'espoir bénéfique est vu par, quand même, dont parlent la plupart des participants. Mais l'espoir négatif qui est aussi soulevé par la plupart des participants, le faux espoir, par contre, la plupart des gens en éthique et en oncologie parlent du faux espoir et peu de parents en parlent. Trouver une mutation, mais pas de traitement existant. Des attentes transmises à la famille qui sont exagérées, le pouvoir de la recherche. Et aussi des choses où on a de l'espoir qu'il y a un médicament qui soit là, mais on ne peut pas le prendre ou il n'est pas disponible au Canada. Il y a 2 patients, parce que dans ma tête un peu naïve qui ne connaît pas ce monde-là, je me dis le pire, c'est que tu participes, que tu as ta biopsie, puis dans le fond, la biopsie, elle ne marche pas, ou dans le fond, on ne peut même pas faire analyser ton matériel. Fait que Sophie a rencontré certains de ces patients-là où la biopsie a été faite, mais il n'y avait soit pas assez de matériel, ou on pouvait pas, le patient a voulu participer, mais n'a pas pu participer. Donc, une patiente, je vous donne 2 exemples, je ne vais pas tout vous les donner. Là. Une patiente de 6 ans récidive d'une tumeur solide. Les parents acceptent de participer à l'étude, mais la biopsie, elle est blanche, puis il n'y a pas de matériel. Et les parents, leur première réflexion, c'est on est vraiment désolé, les recherches sont importantes pour la santé de nos enfants. Il y avait, quand ils ont parlé à Sophie, il n'y avait pas vraiment l'impression d'avoir été brimés. Ils trouvaient juste ça plate, entre guillemets. Un autre patient avec progression rapide d'une tumeur cérébrale, il y a eu une longue discussion avec les enfants, avec les parents. C'est des parents qui avaient dit on va avoir l'impression d'avoir tout fait pour notre enfant. Puis finalement, l'enfant se dégrade tellement vite qu'il n'a pas pu aller en biopsie. Et les parents étaient tristes de ne pas avoir pu participer à cette étude-là. Donc, le papa dit la marche entre le 0,00001 % et le 0 % de chance de trouver un traitement est énorme, beaucoup plus qu'entre 20 et 40 %. Quand c'est fini, c'est vraiment fini. J'ai eu beaucoup de réflexions sur la confidentialité, que ce soit en néonatologie, dans les recherches que je fais, et dans cette étude-là. Et ça me fait de la peine, justement, qu'on a des psychologues, on a plein de monde qui présentent des résultats avec GF6 et X82, et on change les noms de tout le monde, puis on ne met jamais leur photo pour qu'ils restent anonymes. Quand on voit des témoignages comme ça, je voudrais que mon nom reste avoir servi à quelque chose, laisser une trace. J'aurais aimé ça vous dire que c'était Benjamin de 15 ans, puis mettre une photo de lui. Une maman dit « Je suis contente de donner mon avis comme mère. Mon enfant aurait existé pour nous, mais aussi pour les autres enfants. Son nom restera quelque part. » Mais non, on l'anonymise. Et l'infirmière de recherche que j'ai rencontrée, avec qui on a eu une communication très touchante, qui me donnait des exemples sur « on va faire en sorte que votre anonymité sera respectée. Vous êtes patient X82-79. » Puis le petit garçon qui avait dit « Non, je suis Xavier. Je vais mourir. Je veux que sur le petit tube, ça soit écrit Xavier. » Et je pense qu'il faut qu'on repense l'anonymité en pédiatrie pour ce genre de recherche-là. Je vous donne un exemple d'une autre recherche que j'ai faite avec des enfants qui ont de trisomie 13-18. La plupart de ces enfants-là sont décédés. Ils étaient anonymes. Ils ne voulaient pas rester anonymes dans la recherche. C'est très difficile de garder les patients non anonymes. Je leur ai envoyé un courriel avec les résultats de l'étude, comme je fais à chaque fois que je publie une étude. Et eux, entre eux, sont allés sur Facebook pour me faire un poster pour dire, bien, regardez, on n'est pas anonyme. Et ça, c'est tous les participants dans l'étude. Bien, en fait, ce n'est pas les participants, c'est les parents qui étaient les participants. Et en fait, mon rêve, ça serait peut-être que dans l'étude triceps en pédiatrie, plus tard, on puisse avoir ces parents-là qui veulent faire partie de quelque chose, qui veulent redonner, qui a le protocole Boston, toutes les choses que vous avez avec, en fait, les participants qui sont là, parce que c'est grâce à eux que vous faites ce job-là, puis que les autres vont être là après. Donc, en conclusion, les études de dernier recours entraînent des nombreux questionnements.
les réticences des chercheurs et des soignants ne semblent pas être aussi significatives pour les parents. Pas qu'ils ne soient pas légitimes. Je pense que les parents sont à un endroit très spécifique qui peut-être leur empêche de voir certaines choses. L'altruisme et l'espoir sont les grands thèmes parentaux. Le faux espoir et l'enfant en tant que moyen est plus une préoccupation des intervenants que des parents. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, encore une fois. Et je vais finir avec 2 commentaires. Parce que les parents sont conscients que d'autres enfants ont dû passer par d'autres études pour augmenter les chances de guérison du leur. Et je voudrais que mon nom reste et laisse une trace. Je vous remercie beaucoup.